J'ai pas mis mon micro. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Anaïs. J'ai fait un master en économie sociale et solidaire et je viens de finir un volontariat chez EED. Donc, je fais un petit coucou à Louise. Et je m'intéresse aussi à, enfin voilà, dès tout jeune, je voulais travailler dans l'humanitaire et en fait, on m'a vraiment donné une très mauvaise image de l'humanitaire. Du coup, je compte sur vous pour un petit peu redorer cette Question. image de l'humanitaire voilà, qui m'a souvent été un peu bah, je pense qu'on m'a un peu mystifié et du coup, j'étais un petit peu dégoûtée, mais voilà, j'avais envie d'avoir une autre approche et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. On va essayer d'être le plus sincère possible. Super, merci. Et je donne la parole à Raphaël. Bonjour à toutes et tous. Donc moi j'ai 22 ans, je suis étudiant en école d'ingénieur à Grenoble et j'avais participé à une mission de solidarité internationale en Inde à l'été 2019 et là pour l'année prochaine, enfin cette année j'envisage de faire une année de césure en faisant un service civique international ou alors enfin je pense que je préférerais faire une mission d'aide humanitaire de l'Union européenne. Voilà. Et à ma droite, j'ai Édouard. Yes. Du coup, moi, c'est Edouard, j'ai 21 ans, je suis étudiant en école d'ingénieur à l'ISA Lancement au Futuroscope. C'est d'ailleurs Raphaël qui m'avait parlé d'engager déterminé. Du coup, voilà pourquoi je suis là, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Je suis président d'une association étudiante, du coup, plutôt dans le caritatif. On fait des missions locales et internationales et j'aimerais vraiment travailler plus tard dans la solidarité internationale. Du coup, je suis là pour avoir plus d'informations sur ce qui est fait, ce qu'on peut faire et si c'est possible de par ma formation. Voilà. Et je laisse la parole à Colline. C'est peut-être moi, c'est Pauline et pas Colline, mais comme je vois pas de Colline, moi j'ai pas réussi à mettre ma vidéo, donc je m'en excuse. Je suis vice-présidente d'Engagés et Déterminés, c'est comme ça que j'ai entendu parler de cette petite conférence, et je suis aussi pharmacienne, donc j'envisage de travailler dans le développement et surtout dans le domaine de la santé publique. Voilà. Du coup, moi, je suis Colline. Je sais pas si vous Ah, m'entendez. pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. En fait, j'étais en train de me laver les mains, du coup, j'ai pas entendu. Et c'est quand tu as dit, j'ai dit, oups, j'étais pas là. Et donc, moi, j'ai 21 ans. Je suis en troisième année, je passe en quatrième année de pharmacie. Et je fais partie de l'association Pharma-Lyon Humanitaire. Donc, c'est une association d'étudiants en pharmacie dans ma fac à Lyon. Et voilà, et en fait, je me suis engagée dans les études de santé dans l'espoir de travailler dans l'humanitaire. Donc, je me renseigne un peu partout où je peux. Et du coup, je ne sais pas qui n'a pas parlé. Raphaël? Je vais parler, je pense que c'est Soumeya. Ah oui, voilà. Bonjour à tous, moi c'est Soumeya, j'ai 25 ans et je suis intéressée par l'humanitaire. J'ai envie de faire un master dans l'humanitaire, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je passe la parole à Sahel. Vous m'entendez? Oui. Ah, ok, d'accord. Je m'appelle Azel et je suis en deuxième année de licence de Sciences Po et de droit. Et je suis intéressée par les métiers humanitaires parce que je suis partie en mission humanitaire l'année dernière au Congo. Donc voilà. Il y a peut-être Clémence qu'on n'a pas entendu. Oui, voilà, je pense que je suis la dernière. Donc, je m'appelle Clémence, je suis pharmacien, enfin bientôt, je suis en sixième année de pharma. Donc, j'ai fait cette année une école de commerce et donc je suis partie déjà une fois en mission solidaire avec des étudiants de pharma donc à Madagascar, dans une mission vraiment pharma, gestion de stock des médicaments. Et donc là, je suis en train de refaire, donc cette fois, on crée une association avec deux autres étudiantes pour partir aux Philippines. Donc initialement, c'était prévu en octobre, mais avec le corona, pour l'instant, on a décalé en janvier. À voir si en janvier, ça sera possible ou pas. Et du coup, vu que je suis sur la fin de mes études, je me renseigne sur les possibilités d'emploi après. Voilà. Donc, dans tout ce qui est international aussi, ou même franco-français, pourquoi pas.
Okay. Merci beaucoup à tous. Enchanté. Je ne sais pas si tu veux y aller ou y aller. D'accord. Allez, vas-y. Donc Cyril, je travaille pour Médecins sans frontières. Alors, donc, tu m'as eu sourire dans le côté professionnel humanitaire, ça me fait toujours bizarre quand c'est un grand mot. Je pense que toutes les associations font comme elles peuvent. Ça fait, de mon côté, ça fait à peu près 6 ans que je bosse pour Médecins sans frontières en tant que directeur de projet, et notamment pour tout ce qui est lié aux nouvelles technologies. Donc, il y a pas mal de métiers différents, même à MSF, finalement, il y a des médecins, mais pas que. On y reviendra tout à l'heure. Et je crois que l'objectif, c'est qu'on donne un petit peu notre parcours dans un premier temps. Je n'étais pas du tout parti pour faire de l'humanitaire au départ. J'ai une formation d'ingénieur en informatique et j'ai bossé en tant que consultant pendant plusieurs années, et même dans la finance pendant un temps. Et c'était pas, en tout cas, des expériences qui m'ont beaucoup nourri sur la partie humaine, ou pas assez. Et un jour, je me suis dit, pourquoi tu tenterais pas ta chance dans une organisation de solidarité internationale. J'ai eu la chance de trouver un poste chez MSF sur une candidature qui était ouverte sur un poste un petit peu technique au départ. Et de fil en aiguille, ça m'a rapproché. Au début, je bossais pour tout ce qui était application RH. Donc, en gros, application RH, c'est simplement vraiment le système de paye, le système de gestion des personnes au niveau du siège. Il y a des trucs intéressants, mais le terrain me semblait plus intéressant. Et j'ai switché ensuite pour tout ce qui était gestion des applications médicales. Et aujourd'hui, je suis en charge d'une équipe qui s'occupe de la mise en place de tout ce qui est moyens de communication sur les terrains. Donc, avec des missions courtes assez régulières. Par exemple, MSF va ouvrir une mission au Congo. Ils ont besoin de mettre en place un setup complet, c'est-à-dire des bâtiments, des lieux pour dormir et donc également des connexions Internet, parce qu'aujourd'hui, même au fin fond du Congo, il vous faut une connexion Internet pour travailler. C'est une activité qui est rattachée à la logistique et dont je m'occupe aujourd'hui. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et c'est, peut-être très rapidement, on reparlera d'un avis d'MSF dans un second temps, mais il y a 3 grandes familles aujourd'hui au sein des terrains MSF, donc, qui sont les médicaux, évidemment, dont on entend beaucoup parler, les logisticiens, dont ce monsieur est un peu moins à l'IT, c'est les faux frères, mais on est quand même rattaché à la logistique, et également tout ce qui est coordination et RH. Il faut bien des personnes pour gérer toute la partie contractuelle, les payes, la finance. Et on a trouvé des logisticiens, mais pas de médicaux ni d'admin parmi nous. Si ça vous intéresse, on peut peut-être creuser un petit peu plus pour le prochain rendez-vous. Dans les grandes lignes, c'est tout pour moi. Donc ça fait 6 ans à MSF. Je suis un petit jeune par rapport à lui. Moi, de mon côté, en fait, c'est un peu comme toi. C'est-à-dire que j'ai commencé pas du tout dans la solidarité internationale. J'ai aussi fait une école d'ingénieur. J'ai travaillé aussi dans l'informatique et en fait, j'ai eu plusieurs étapes en fait dans l'humanitaire. C'est-à-dire que comme la majorité d'entre vous, j'ai commencé à l'université de monter une petite asso. On a rassemblé de l'argent, on était sur place et on a travaillé sur place. Ensuite, j'ai travaillé et après un certain temps, effectivement, je me suis dit, les matins, je vais au travail, mais pas forcément de manière très intéressante. Donc, je me suis retourné vers l'humanitaire. C'est la première fois, en fait, à ce moment-là, je me suis retourné vers MSF et d'autres ONG. En particulier, MSF m'ont refusé. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit que j'avais une bonne expérience, mais pas assez. En particulier, que ce serait intéressant que je parte avec une petite ONG, vous comprendrez juste après, et que après, ça serait intéressant effectivement qu'on rediscute. Donc moi, je suis parti dans le cadre d'un VS au Nicaragua pendant 3 ans pour une petite ONG de développement qui faisait aussi de l'eau et assainissement. Et après les 3 ans, je suis revenu en France. Et c'est là où en fait j'ai postulé pour AMSF, mais pour partir sur le terrain. Donc effectivement, comme vient de le dire Cyril, moi je suis parti en tant que logisticien en Colombie pendant 1 an. Suite à ça, en fait, ça faisait 3 ans de terrain plus une année en Colombie. Je m'étais dit tiens, ce serait pas mal de me poser. J'ai postulé à un poste au siège.
Et en fait, ça fait depuis 5 ans à peu près que je travaille ici au siège à Paris. Je travaille alors, entre l'informatique et la logistique, c'est-à-dire que moi, mon boulot, c'est de mettre en place des outils informatiques pour les gens des terrains. Donc, en particulier, là, je travaille sur un outil de gestion des équipements et de maintenance. Comme je pense que la plupart d'entre vous, vous voulez partir sur le terrain et pas être au siège, je vais un peu développer cette partie-là. Alors, comme tu le disais, effectivement, quand on part pour MSF, alors, déjà, une première chose, quand on part pour MSF, je vais expliquer MSF. Bien sûr, pour les autres ONG, je pense que les contraintes et les manières de fonctionner vont être différentes. Assez proches, mais avec des petites différences. Donc, la première chose, pour partir avec MSF sur le terrain, il faut avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas des personnes qui sortent d'université. Dans mon souvenir, il y a une deuxième contrainte, c'est le fait de parler anglais, parce que la majorité de nos terrains sont anglophones. Et il y a, je crois, un troisième critère dont j'ai oublié. Enfin, il faut être intéressant, mais... C'est intéressant. Ils recherchent aussi des gens qui ont déjà une expérience internationale. Tu parlais de ta petite association. Avoir une expérience dans une petite ONG ou dans une ONG de moyenne ou dans une autre grosse ONG, c'est souvent un prérequis pour rejoindre les grosses ONG. Ce n'est pas propre à MSF, ce genre de choses-là. Après, les différents postes possibles, c'est ce que disait Cyril. C'est dans le médical, donc c'est à la fois des médecins. Les médecins, on peut s'imaginer, c'est les gens avec des bistouris et qui vont faire la chirurgie, c'est ça. Des anesthésistes qui vont utiliser vraiment leurs compétences techniques. Par contre, si on regarde du côté des infirmières, il y a à la fois effectivement des éléments techniques, mais on va aussi leur demander de gérer des équipes. De la même manière, à la logistique ou du côté administratif, donc finance et RH, on ne va pas vous demander de faire des petites choses, de remplir des listes de commandes, des listes de trucs, de machin. Non, vous allez gérer des équipes. Bien sûr, il vous faut des compétences pour pouvoir gérer des personnes dans vos compétences. Une info qui peut vous donner un ordre d'idée. C'est vrai que les postes d'expatriation, finalement, n'hésitez pas à nous arrêter si vous avez des questions. D'ailleurs, on devait donner une introduction, en dire en introduction. N'hésitez vraiment pas à lever la main ou à vous démuter, à vous manifester si vous avez des questions au fur et à mesure. On peut aussi dire que vous pouvez mettre une petite étoile dans la conversation. Si vous voulez prendre la parole comme ça apparaît et tout le monde peut le voir. Pour avoir la conversation, il faut aller sur plus et après converser. Et là, vous pouvez mettre une petite étoile dans le chat comme je le fais, par exemple. Et comme ça, on sait que la personne veut prendre la parole et ça permet de ne pas interrompre directement. Ça vous va. On fait comme ça. Ah, parfait. Et donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée par rapport aux équipes MSF, c'est vrai qu'on n'a même pas présenté MSF, c'est que, mais qui fait un peu lien avec ce que tu disais sur les postes d'expatriation, souvent des postes de management, c'est qu'aujourd'hui, MSF, c'est 45 000 personnes dans le monde, réparties sur entre 40 et 50 pays selon les périodes, mais je crois qu'en ce moment, c'est plutôt 50 que 40. Avec une différenciation au niveau des populations, c'est vraiment des différenciations contractuelles. Hein. On va avoir des personnes du siège, alors comme nous, mais qui travaillent un peu sur le terrain, c'est des gens qui vont gérer les contrats des expatriés, des personnes qui vont définir des bonnes pratiques communes à tous les terrains, des personnes qui vont coordonner un peu l'ensemble de ce qui se passe. Donc, c'est à peu près ça au niveau d'MSF France. Il y a plusieurs sections, mais je vais rester sur MSF France. Il y a 500 personnes. Pour ces 500 personnes, vous allez trouver 1000 expatriés. Donc, c'est des expatriés, donc ça va être des gens de toute nationalité, que ce soit européenne, mais également africaine, asiatique, etc., qui vont partir sous un contrat d'expatriation dans des pays d'intervention. Il y a une règle qui est qu'on ne peut pas partir sur un contrat d'expatriation dans son propre pays. Le Covid change un petit peu ça. Vous en doutez qu'on a eu des Français qui sont partis en France pendant le Covid. Mais normalement, par exemple, un Burkinabé ne peut pas partir en tant qu'expatrié au Burkina pour différentes règles contractuelles. Et après, l'ultra-majorité, c'est un des éléments forts MSF, c'est que c'est des staffs nationaux.
Donc, c'est-à-dire un Malien qui va intervenir au Mali. Et donc, pour la section française, il y a 500 personnes au siège, 1000 expatriés et 8000 staffs nationaux. Il y a vraiment une volonté il y a des compétences en local et à la fois de favoriser l'utilisation de ces compétences-là, mais de faire aussi monter en compétences sur des nouvelles thématiques les locaux. Ce que tu soulignais, c'est vrai que les postes d'expatriation sont quand même souvent des postes de coordination d'équipe. Je prends un exemple, j'ai un proche qui est parti en tant que kiné en RCA. Elle n'a jamais fait de management de sa vie. Elle est arrivée, elle a pas beaucoup, enfin, elle a touché quelques patients, mais elle était en coordination de l'équipe de kiné local. Je te laisse continuer sur les autres. Alors après, je vais juste faire une petite parenthèse parce que j'ai entendu qu'il y avait des pharmas. Les pharmas aussi, il y a des pharmas chez nous. Alors, mais ça sera pareil. Vous devez d'abord avoir une expérience professionnelle en France ou même dans d'autres ONG, mais vous ne pouvez pas sortir en fait de la fac pour aller directement chez MSF. Les pharmas, alors les pharmas, c'est voilà, non, il y a des pharmas. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça n'a pas trop d'intérêt, mais effectivement, il y a des pharmas. Au niveau des processus de sélection, vous étiez intéressé, je crois, vous avez mentionné un peu tout ce qui est processus de recrutement au sein d'MSF. Il y a un fonctionnement qui est assez spécifique, c'est que vous pouvez candidater quand vous voulez pour n'importe quel poste à MSF. C'est que vous allez sur le site msf.fr, vous allez avoir une sorte de formulaire dynamique et vous sélectionnez votre spécialité et vous pouvez candidater n'importe quand. Ce qui se passe ensuite, c'est que votre candidature va être… Bon, il y a un premier filtre de validation. On a parlé de certains critères tout à l'heure. Il y a les critères de langue, de disponibilité. J'en ai oublié un d'ailleurs. Vas-y. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, et je pense que dans d'autres grandes villes, il y a des réunions d'information. Si vous n'êtes pas trop loin, c'est quand même une très bonne chose de venir à ces réunions d'information qui permettent en fait de rencontrer en fait des gens qui reviennent du terrain et qui vont vous expliquer ce qu'ils ont fait pendant 6 mois. Moi, je pourrais le faire maintenant, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt, je pense. Et ça permettra aussi de rencontrer plein de monde comme vous qui souhaitent partir. Donc, allez voir aussi sur le site. Je pense que sur le site MSF.fr, il y a du côté du recrutement, il y a les dates en fait des différentes réunions dans toutes les villes où ça se passe. Toutes les grandes villes de France. En général, Lyon, Bordeaux, même les plus petites de temps en temps. Et c'est même un critère de sélection, si ça peut jouer dans la faveur, on voit que la personne est intéressée. Et donc, vous postulez, et en fait, en fonction de votre CV, il y a deux étapes principales. La première, c'est si vous postulez en tant que logisticien, il y a un référent logistique qui va regarder votre CV et qui va valider pour dire, lui, il fait le boulot, et il pourra faire le boulot à peu près. Il n'y a pas le premier élément, c'est si vous n'avez pas 2 ans d'expérience et si vous ne parlez pas d'anglais, de toute façon, votre dossier est négatif directement. C'est même carrément le formulaire qui vous enverra balader dès le début. C'est vous complétez votre expérience et vous dira oui, non, dès complétion. Et ensuite, donc, il y a une validation qui s'appelle la validation technique. Donc, celle-là, c'est vraiment un expert dans votre métier qui va juger votre CV et dire bah oui, lui je le veux bien, lui il a les compétences et les expériences qu'on demande, ou alors non, pas du tout, c'est pas possible. Si vous passez cette étape-là, qui est, je crois, une des 2 grosses étapes de sélection, ensuite il y a un entretien qui est organisé avec une personne des RH. Vous ne rencontrez pas, par exemple, un pharmacien ne rencontre pas un pharmacien. Il va rencontrer une personne RH qui va le valider, enfin, qui va essayer de le valider à l'expatriation. C'est-à-dire que là, il va organiser un entretien téléphonique ou, dans un premier temps, un entretien téléphonique, mais très rapide, dans un second temps, un entretien physique, où là, ils vont vous un peu questionner sur est-ce que vous avez déjà vécu à l'étranger, qu'est-ce que vous connaissez d'MSF. De temps en temps, vous pouvez avoir des questions techniques sur votre métier, mais c'est vraiment très rare. Il faut que la RH ait exercé un métier un peu similaire. Mais c'est vraiment pour valider un peu qu'il y a une tête bien faite dans un esprit bien fait, quoi. C'est vraiment la validation de la personne en face. Et puis là, si ça marche, et là on entre, je pense, dans une petite spécificité par rapport à MSF qu'on retrouve dans d'autres ONG, mais pas toutes, où vous intégrez ce qu'on appelle un pool de personnes. Donc, qu'est-ce qu'un pool de personnes? Il va y avoir un pool de logisticiens, un pool d'infirmières, un pool de chirurgiens. Et ça veut dire que c'est des gens qu'on peut solliciter pour partir.
Quand vous candidatez pour MSF, que vous êtes validé, ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite partir. Ça veut dire que vous intégrez un peu ce groupe qui peut être sollicité s'il y a une mission qui s'ouvre ou un poste qui s'ouvre avec cette spécialité. Par exemple, vous êtes vous êtes un pharmacien, on a une démission ou un départ ou une fin de mission au Niger dans 2 mois pour le pharmacien actuel, et ben vous avez un contact, je reviendrai tout à l'heure sur comment il s'appelle, une personne qui va vous contacter pour dire bah, tiens, est-ce que tu es dispo, je te propose telle mission à tel endroit pour telle durée. Oui, non. Si vous dites oui, bah, ensuite, vous entrez dans un processus de recrutement un peu plus poussé où là, vous allez avoir carrément 2 semaines de formation, 1 semaine un peu pour expliquer comment fonctionne MSF et 1 semaine plus propre à votre métier. Je vais un petit peu vite, désolé. Il y a tous ces détails-là sur le site, hein, au niveau du processus. Je vais juste rajouter une chose, effectivement, sur le On a des questions. Ah, il y avait des questions. Oui, juste, il y avait deux questions. Une question de Lauriane et moi aussi, mais peut-être tu peux terminer, Benoît, ce que tu voulais dire et après, Lauriane, tu pourras prendre la parole. Ça vous va? Moi, je voulais juste dire, c'est effectivement ce délai d'attente. Ça peut très bien être 2 mois, comme le cas au Niger, mais ça peut être aussi 6 mois. Imaginez, par exemple, ceux qui ont été recrutés au mois de novembre, ils ne vont pas partir avant, maintenant, juillet, août, quoi. Donc, en fonction de la situation, en fonction de 1001 critères, il faut bien avoir en tête que vous ne partirez pas. Enfin, si vous avez de la chance, vous partez relativement vite. Si vous n'avez pas de chance, là, vous pouvez vraiment attendre très longtemps. Et dans ces cas-là, bien sûr, il faut relancer le gestionnaire de pool pour toujours dire qu'on est prêt. Mais il faut avoir ça en tête qu'effectivement, il y a une zone floue là. Une période d'attente. Et on peut pas. C'est très compliqué de la mesurer à l'avance. Oriane, tu avais une question? Oui, c'est au niveau du nombre d'années d'expérience. Est-ce que ça prend en compte, par exemple, les stages ou les engagements associatifs ou tout ce qui a été réalisé après la fin des études? Alors, le stage, selon la profession, c'est pris en compte. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Là, il essaie d'apprendre vraiment ta spécialité. Par contre, les expériences associatives, par exemple, si tu pars en tant qu'infirmier, mais que tu as une expérience associative pas en tant qu'infirmier, ce n'est pas pris en compte. Par exemple, en coordination au sens large, des stages de management de projet, il faut vraiment que ça soit sur le métier en question. Ce qu'on a peut-être oublié de préciser tout à l'heure, c'est que là, on parle vraiment de postes avec des compétences dures, les postes donc, de logisticien ou en mode, souvent des spécialités dures. C'est un infirmier il doit connaître le métier infirmier, un pharmacien, le métier de pharmacien, un admin, le métier RH. Mais pour les postes de coordination à MSF, je parle sous ta réserve, mais quasiment jamais vu de recrutement externe ou alors sur des personnes. On va peut-être parler d'un peu de vocabulaire. Vas-y, pardon. Parce que coordination, qu'est-ce que c'est? Pour nous, en fait, coordination, c'est un mot important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'imaginer que si, par exemple, on est en RDC, il y a différents projets en RDC. Par exemple, il y a un hôpital à Rutshuru et il y aura, par exemple, de l'Ebola un peu plus au nord. Et il y a un projet qui est particulier qui s'appelle la coordination, qui se trouve généralement soit en capitale, soit dans une ville importante. Et dans ce projet très spécial, la coordination, en fait, il y a tous les responsables des différents, que ce soit les responsables. Il y a un coordinateur médical, il y a un coordinateur logistique, il y a un coordinateur administratif et il y a le chef de mission. C'est là où, en fait, il y a tous les représentants, c'est-à-dire qu'ils ont un travail de représentation et c'est là où il y a les personnes les plus expérimentées qui peuvent aider le logisticien qui est sur son projet sur l'hôpital de Rutshuru. Donc, il faut bien avoir en tête, c'est que dans l'organisation MSF, il y a bien 2 niveaux. Il y a les projets où se font les choses et il y a la coordination où on coordonne, c'est-à-dire qu'on organise, par exemple, tout ce qui est supply. C'est peut-être la coordination qui va faire tous les achats et qui va les envoyer directement sur les projets X ou Y. C'est eux qui vont travailler sur effectivement tout ce qui est administratif pour tout ce qui est expatrié. Et je ne sais pas s'il y a un ministère de je ne sais pas quoi où il faut indiquer qu'on a des expatriés. Le chef de mission, il va les discuter au ministère de la Santé, etc. Donc, il y a bien 2 niveaux. Les projets, où on se fait les activités, les actions, et effectivement la coordination.
Ces postes de coordination qui correspondent un peu à des postes de gestion de projet, hein, quand même, il faut dire ce qui est. C'est aujourd'hui, il n'y a personne qui est pris en externe, en fait, en général. C'est que tu vas avoir un poste, par exemple, de logisticien, un poste de responsable médical sur un terrain, sur un projet. Et après 2 ans, 3 ans d'expérience à MSF sur le terrain, ils te font monter sur des postes de coordination. Il faut monter, c'est toi qui choisis si tu veux monter ou pas. C'est pas obligé. Mais donc, c'est pour ça que ces expériences-là, elles sont bonnes, hein, franchement, toutes les expériences que vous citiez, etc. Alors, typiquement, je pense que c'est ce qui t'a permis, toi, de rentrer. D'ailleurs, j'en avais aussi, j'ai oublié de le dire, mais ce qui a facilité l'entrée au sein d'MSF. Mais on ne met jamais un nouvel arrivant sur des postes de coordination. Parce que c'est tellement un univers aussi spécifique, c'est des gens qui sont en charge de la sécurité pour beaucoup, donc c'est des responsabilités qui sont que… Je crois que la seule exception que j'ai, c'était vraiment quelqu'un qui avait une expérience similaire, soit aux UN, soit avec le Médecins du Monde ou le CICR, enfin la Croix-Rouge. Mais c'est des profils assez particuliers. D'accord. Louise, tu avais une question également? Oui, j'ai un peu plein de questions, mais je pense que les dire au fur et à mesure. Et n'hésitez pas, j'encourage les autres à poser les questions. Il y a 2 personnes qui sont arrivées en cours, donc on a proposé, c'est Laura, je crois, et Amy. Bienvenue. Et n'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez, vous pouvez mettre une petite astérix dans la conversation. Ça facilite la prise de parole, mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi juste prendre la parole. Moi, ma question, elle était très pratico-pratique pour le niveau d'anglais. Est-ce qu'il faut valider le TOEIC ou le TOEFL ou comment c'est mesuré? Vas-y. Moi, j'ai pas passé. Si, il y a un certain temps, je les avais passés, mais moi, par exemple, je crois que pendant l'entretien dont tu parlais avec quelqu'un des RH, il y a eu quelques minutes en anglais pour tester en fait. Il faut bien savoir, c'est qu'il faut pas, enfin, le niveau Shakespeare, on le demande pas. Il faut un niveau, on va dire courant. Je vais même rajouter, pour vous donner une autre expérience, moi je suis parti donc en Colombie avec un niveau d'espagnol qui était courant, où je me débrouillais très bien dans la vie de tous les jours. Par contre, je n'avais pas le vocabulaire technique et je l'ai acquis sur place, quoi. Par rapport à ça, cet élément-là, le niveau qui vous est demandé d'anglais, la disponibilité, partir 3 mois ou 6 mois, 1 an, dépend du poste sur lequel vous postulez. Il y a un système, ça c'est un élément qui n'est pas évident, c'est qu'il y a un système d'offre et demande. On est en gros manque d'anesthésistes, on est en gros manque de chirurgiens. On va laisser partir plus facilement un chirurgien qui ne parle pas bien anglais et qui est disponible que 3 semaines, là où en fait un admin, donc un RH, ou un responsable infirmier, où on trouve facilement ces postes-là, on ne le laissera pas partir, j'aime pas le terme, on ne laissera pas. Mais les missions minimum sont de 6 mois et on demande un niveau qui est plus élevé. Il y a quand même un système de… Enfin, je veux dire, les anesthésistes et les chirurgiens, on galère tellement à les avoir qu'ils ont quand même quelques passes droits, malheureusement. Heureusement. Mais ça dépend vraiment de votre spécialité. Le logisticien, je crois que c'est 3 mois mission minimum ou 6 mois. Alors, à propos de ça, oui, effectivement, on n'en a pas parlé de la durée des missions. En fait, quand on arrive, la première mission, généralement, on va vous demander… Alors, c'est bien généralement parce que MSF, c'est quand même… un endroit où il y a quand même pas mal d'exceptions. Donc, de manière générale, si vous partez soit en tant que log, soit en tant qu'admin, on va vous demander de partir pendant 6 mois la première fois. Suite à ça, il y a plusieurs possibilités. Soit, effectivement, vous vous focalisez sur les urgences. Dans ces cas-là, en fait, c'est des missions beaucoup plus courtes, mais ça lessive. Et si vous partez sur ce qu'on appelle sur des missions régulières, là, ça sera effectivement des 6 mois, un certain temps. On parlait tout à l'heure des coordinations. Pour les coordinations, on demande, mais ça c'est, je me projette dans plusieurs années pour vous. Les coordinations, en fait, on peut effectivement demander à ce que ce soit des personnes qui restent sur le poste pendant 1 an, 2 ans. Voilà. Il y a une question de Charlotte. Oui. Pareil, de manière totalement pratique, comment ça se passe en fait? Parce que nous, on est censé avoir un emploi à côté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester, par exemple, 9 mois les bras croisés, attendre qu'on nous contacte. Donc, est-ce que, par exemple, pour Médecins sans frontières, il y a je sais pas, une sorte de tolérance vis-à-vis des employeurs ou des conventions ou quoi que ce soit qui disent, bon, bah, j'ai une mission MSF, c'est bon, vous me laissez partir et je reprends mon job initial dans… Enfin, ça se passe comment?
Quand tu candidates, tu donnes plusieurs informations, dont en fait un préavis. C'est-à-dire que tu vas dire, bah, si vous me prévenez à telle date, je peux partir 15 jours, enfin 3 jours, 15 jours, un mois après. En fonction de ton préavis, donc il te contacte au bon moment, mais plus ton préavis est long, moins ta mission, c'est aussi une réalité malheureusement. Mais derrière, c'est à vous de vous organiser. Alors, en effet, il y a plein de gens qui ont des métiers, etc. Et pour les amis qui sont dans ce type-là, soit ils prennent des congés sans solde, parce qu'il y a quand même un salaire avec MSF, en ayant un accord avec leur employeur pour dire, bah, tiens, j'ai possiblement une mission avec MSF, je te préviens, je peux te prévenir un mois avant le début de ma mission, mais il faut que tu puisses me remplacer en un mois, quoi. Là, c'est vraiment un arrangement par rapport aux vies professionnelles individuelles. Il n'y a pas de convention de départ. C'est vraiment, en général, ce que je vois, c'est congé sans solde ou même d'ailleurs congé tout court ou congé sabbatique. Mais il n'y a pas de convention pour faciliter le départ avec MSF. Je sais que dans le milieu infirmier, enfin pas infirmier, pardon, milieu médical, c'est des choses qui se font plutôt bien. Il y a d'autres milieux où c'est beaucoup plus complexe. Ce qui est vrai aussi, c'est que le plus dur, c'est la première mission. Vraiment, c'est quand tu as fait ta première mission MSF, si tu as bien fait ton taf, tu t'es créé un réseau. On a des gens qui passent leur vie sur les terrains MSF. Le schéma typique, c'est je fais une mission de 6 mois, je m'arrête 2-3 mois, je refais une mission de 9 mois, je m'arrête 3 mois, etc. C'est des gens qui enchaînent. C'est un choix de vie. C'est vraiment et il y en a qui adorent. Moi, je l'ai fait pendant un temps, et quand tu bosses sur les missions un petit peu urgence, Moyen-Orient, conflit, etc., tu t'es boosté à l'adrénaline et c'est génial. Mais le truc, c'est que lui, ça lui a bien plu. Moi, ça serait autre chose, quoi, parce que mes 3 ans au Nicaragua, tu n'aurais pas pu les faire. Non, ça aurait été trop long. C'est vraiment ce dont vous avez envie. C'est un des avantages forts par rapport à MSF, c'est que c'est très flexible. La première mission est galère, on le sait, parce qu'il faut y aller, il faut rentrer, il faut se disponibiliser. Mais derrière, moi, j'ai une cousine qui part en tant que kiné, dont je parlais tout à l'heure. Elle bosse 6 mois, elle s'arrête le temps qu'elle veut. Un mois avant de vouloir repartir en mission, quand elle sait qu'elle est en contact avec certaines personnes, elle sait qu'il y a un poste qui va se libérer, elle passe un coup de fil et elle repart pendant 3 mois. Donc, c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est que si vous voulez être pur carriériste MSF, ou même, je pense que ce n'est pas propre à MSF, dans l'humanitaire, bon courage pour la vie perso. Par contre, c'est aussi possible de le faire comme une activité un peu plus ponctuelle, ou 3 mois tous les 2 ans, c'est également totalement envisageable et courant même en interne. Merci. Louise? Oui, il y a un point. C'est un point question, information un peu. C'est un point qu'on n'a pas trop évoqué. Nous, à EED, on fait toujours, comme là je ne connais pas trop les participants, je reviens sur ce point-là, on définit la solidarité internationale largement et on fait la différence dedans entre l'humanitaire, qui est quand même plus spécifique à des notions que nous, en tout cas, on associe à des notions plutôt d'urgence, et d'autres missions qui sont plus de long terme sur le développement, ou qui vont être liées à plutôt des projets de long terme. Et peut-être que ça serait intéressant que vous reprécisiez quel type de projet il y a dans MSF, pour que ce soit bien clair pour tout le monde aussi, parce que je ne suis pas sûre que cette distinction, tout le monde la fasse bien. Et puis peut-être que vous n'avez pas la même que moi, donc je veux bien que vous réfléchissiez un peu là-dessus. On va prendre mon exemple. Mon exemple, moi, je suis parti sur un projet sur la tuberculose en Colombie, donc côte, enfin bref. Donc ça, c'est un projet régulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à MSF, la plupart des projets sont réguliers. C'est-à-dire que, je ne sais pas où est-ce qu'on en est, mais c'est plus ou moins la moitié des projets, on travaille dans des hôpitaux. Donc, la chose, c'est que donc on peut qualifier ça enfin, ce qu'on appelle le régulier. C'est un peu ce que tu peux parler de développement. C'est proche du développement. Ouais. À côté de ça, pendant que j'étais là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on est sur des réguliers qu'on ne fait pas d'urgence. On fera des petites urgences. Par exemple, moi, il est arrivé que quand j'étais là-bas, il y a eu une recrudescence de la violence. Donc, il y a eu quelques réfugiés et donc on a été s'en occuper. On a fait un peu d'urgence. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, il y a aussi des
des projets d'urgence. Alors, il y a différents types d'urgences de notre côté. Il y a des urgences, il y a quelque chose qui pète. Par exemple, il y a 2 ans, c'était le Népal. Un peu plus, 3 ans maintenant. Donc, c'était au Népal où il y a eu un gros tremblement de terre. On a envoyé des gens en urgence, mais vraiment en urgence, c'est-à-dire avion, truc, machin. En quelques jours, ils étaient sur place, ils installaient un hôpital, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces urgences, à un moment donné, alors ce n'est pas le cas du Népal parce que ça s'est bien passé. Au Népal, ils ont su gérer la situation. On est parti au bout de quelques mois. Mais dans d'autres pays, en fait, les urgences, en fait, deviennent du régulier. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut s'imaginer qu'on installe un hôpital en urgence. Après quelques mois, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de stabiliser la situation. Ça sera soit par exemple, de se dire, bah, tiens, on a un terrain qui est relativement important, on va monter un hôpital, mais au lieu de des tentes, on va mettre quelque chose d'un peu plus costaud. Et au fur et à mesure, en fait, ce projet qui était au départ une urgence va se transformer en régulier. Donc, il faut s'imaginer que vraiment, en fait, il peut se passer plein de choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut très bien partir sur des réguliers et avoir à gérer des urgences. On part sur du régulier, on fait du régulier aussi. On part sur des urgences. Il peut aussi très bien ne rien se passer. C'est-à-dire que moi, je vois par exemple, là avec le Covid, on a envoyé des gens en Iran, on a envoyé un hôpital gonflable, mais il ne s'est rien passé. Bon, surtout. Voilà. Donc effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, MSF est à l'origine une ONG d'urgence, mais aujourd'hui, on fait beaucoup de réguliers, sachant qu'il y a quand même, c'est assez poreux entre les deux. Par rapport aux grandes actions, ça va être, comme tu dis, c'est campagne liée à une épidémie, donc ça peut être une épidémie à un instant T, donc tout ce qui est saisonnier du genre c'est pas une épidémie, pardon, mais le palu, c'est pénible. Enfin, tu as des campagnes palu, tu vas avoir par contre épidémie de rougeole, épidémie de choléra, et donc là on envoie une équipe, ça dure 3 semaines à 3 mois, et on intervient à l'instant T, et après on repart. Il va y avoir c'est tous les ans, donc on peut se demander est-ce que c'est une urgence, puisqu'on sait que l'année prochaine ça va recommencer. Après, tu as des éléments plus longs, comme la tuberculose ou des traitements SIDA dans certains pays où il n'y a pas les structures. Je pense au Malawi, où ça fait, je crois, 25 ans qu'on a un truc. Et on accompagne ce type d'éléments. Les zones de soins, le soin en conflit armé, je pense au Yémen, en Syrie, où là, on va avoir des hôpitaux qu'on gère en direct sur place ou à distance pour traiter, par exemple, à Aden, au sud du Yémen, on gère 50% de tout ce qui est patients atteints par balle et je crois 50% d'accidents de la route. C'est marrant, mais c'est des éléments clés. Ça, c'est 3 principales. Quelques interventions en zone de famine, mais là, c'est moins notre cœur. Non, il n'y en a plus trop. Ouais, c'est moins notre cœur d'activité. Et puis après, tu vas voir à MSF, on va aussi faire tout ce qui est recherche. Tu parlais de la tuberculose tout à l'heure, on a toute une fonction de recherche. La tuberculose aujourd'hui, il y a des traitements qui font. On a participé à la recherche pour le nouveau traitement de la tuberculose. Je vais y arriver. S'il y a des pathologies qui sont très rares dans les pays occidentaux, tu as les laboratoires pharmaceutiques qui vont chercher des partenariats avec des ONG pour atteindre des patients auxquels ils n'ont pas forcément accès. Et puis, quand même, une activité qui est super importante, le plaidoyer. Parce que alors, MSF, c'était créé par des médecins et des journalistes. Et c'est le fait d'être sur place, sur certains terrains où on est dans les seuls acteurs, ça nous permet aussi de témoigner de ce qu'on voit. Donc, avec gros exemple en date, c'était en Syrie, MSF avec, je crois que c'était le CCR, a témoigné, a testé l'utilisation d'armes chimiques. Plaidoyer là en ce moment là. Plaidoyer d'ailleurs pour certains, pour ceux qui sont à Paris, on a un camp de réfugiés mineurs sur le canal à Paris où il y a une présence régulière sur la République. Où on essaie de dénoncer un petit peu certains traitements de l'État français dans ce cas précis par rapport aux migrants mineurs isolés. Donc voilà, c'est un peu les 5 grandes activités de MSF. Tu as parlé de la WhatsApp? Non, c'est vrai, je n'ai pas parlé de la WhatsApp, mais on en parle un peu moins. Vas-y, c'est mon logisticien qui parle. Vas-y, parle. En fait, le truc, c'est qu'on a effectivement MSF médecin, donc il y a beaucoup de médecine, mais à côté de ça, on fait aussi des activités associées à l'eau et à l'assainissement.
accès à l'eau, accès aux latrines, ce genre de choses. Donc ça amène effectivement une évolution en fait, de la qualité sanitaire, mais sans être des activités médicales pures. Il y avait une question tout à l'heure qui m'a intrigué. Bonne soirée Clémence, je ne sais pas si je viens de voir le message. C'est quelqu'un qui avait été un peu dégoûté de l'humanitaire. Je sais plus qui est intervenu pour souligner ça. Je pense que c'est très intéressant comme c'est toi, Anis? Pardon, je vous coupe. Ouais. Mais après, c'est dégoûté de l'humanitaire au sens où je pense que l'humanitaire, c'est un mot qui est très large et où voilà, il y a tellement de missions. Et je vous écoutais et c'est intéressant parce que ça me faisait penser à. J'avais moins ce côté humanitaire, mais opérationnel, technique et très logistique et vraiment plutôt médicinal, on va dire. Mais j'ai beaucoup de personnes qui ont des très mauvaises expériences en humanitaire et je pense qu'il y a beaucoup d'attentes en travaillant dans l'humanitaire et c'est pour ça que voilà, je disais. Et puis, tu as plein de raisons. Moi, je trouve qu'il y a plein de raisons. C'est un vrai débat. C'est que n'idéalisez pas l'humanitaire, si je peux vous donner un conseil. Il y a des trucs qui sont extraordinaires. Enfin, moi, perso, je suis passionné par ce que je fais. Pour rien au monde, je changerai. Je veux dire que ça soit par rapport aux missions terrain, que ça soit par rapport au siège. Vous allez rencontrer des gens ouf, avec des parcours de ouf. Et une bonne soirée expat, c'est des expériences uniques. Après, il y a un peu les deux versants de la pièce parce que j'imagine qu'à AED, vous en parlez régulièrement, mais toutes les ONG font des conneries. Toutes. L'ONG, méfiez-vous des ONG qui soulignent qu'elles ne font pas de conneries dans leurs actions. Le nombre de petites structures que j'ai pu voir faire des erreurs de base amener des médicaments dans un pays sans la bonne façon de le faire ou des choses comme ça, des fois on fait plus de mal que de bien. MSF fait des trucs géniaux, mais aussi a fait des énormes conneries dans le passé. Je veux dire, c'est que, exemple connu, alors c'était pas que MSF, mais la façon dont le Rwanda a été médiatisé pendant un certain temps, c'était pas que les ONG, c'était aussi l'État français. On a quand même plus défendu les génocideurs pendant un temps que les victimes. Voilà, que les victimes. Il y a eu des retours en arrière, mais c'est quand même des réalités. Il y a certains pays qui vivent sous perfusion des ONG. Prenez le Sud-Soudan, l'État pompe les ONG au maximum au niveau de l'argent et on sait très bien à quoi ça peut servir. Donc, il y a des éléments qui peuvent être vraiment questionnables et je pense qu'un des trucs que j'aime bien, mais c'est par rapport à ça, c'est qu'on a une entité qui est dédiée au questionnement des actions qu'on fait. Et il y a plein d'autres ONG qui l'ont aussi. Hein. À nouveau, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de conneries. Je veux dire, je répète et je vais essayer de trouver des exemples d'actualité là-dessus. Mais il y en a forcément un qui. L'Iran, hein, par exemple. Voilà, on met. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le fait de préparer une mission en Iran de A à Z et sans avoir vraiment communiqué assez sur place. Et les gars, on arrive avec tout notre équipement et finalement, ils ne veulent pas de nous. Bon, il y a des questions politiques derrière, mais c'est forcé que dans ce type de situation, ça arrive. Il faut savoir aussi, c'est que nous, on se pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que vous avez sûrement entendu ce qui s'était passé en Afghanistan dans la maternité il y a quelques semaines. On s'est énormément posé la question, mais est-ce qu'on laisse ouvert ou est-ce qu'on ferme? Bien sûr, on peut comprendre la question dans ce cadre-là, mais il faut bien voir, c'est que tous les projets, en fait, on se pose la question de oui, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on continue, etc., etc. C'est une question qu'on se pose en permanence et chacun après a son point de vue. Je vais parler de l'Iran puisque tu aimes bien l'Iran. En fait, l'Iran, par exemple, on avait déjà un petit projet de toxico, je ne sais pas quoi, de femmes prostituées à Téhéran, très bien. Et en fait, par exemple, violence sexuelle, intervention sur traitement de violences sexuelles. En fait, le truc, c'est que ce projet-là, dans l'absolu, on n'a pas forcément besoin d'y être. Mais on le fait parce que ça permet d'avoir une présence en Iran. Ça permet, en fait, s'il se passe quelque chose, on sera présent, on aura déjà les contacts, on pourra intervenir rapidement. Bon, on s'est aperçu là qu'on s'imaginait beaucoup de choses parce que ça n'a pas fonctionné. Donc là, on va peut-être se poser la question on se pose la question de fait, d'un point de vue opérationnel, est-ce que c'est intéressant d'être en Iran? Autre exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'hôpital de Rutshuru en RDC. En fait, on l'a fait. En RDC, oui.
En fait, c'est un hôpital où on a travaillé pendant des années là-bas. Et en fait, le but, c'est quand même de ne pas se substituer au système de santé local. Donc, arrivé à un moment, on essaye de passer la main, et c'est ce qui s'est passé il y a 2017, hein, c'est ça 2017. Il y a 3 ans. Donc, on a travaillé pendant 1 an à faire des formations, à gérer, à faire en sorte que les gens, enfin les Congolais reprennent l'hôpital. On a fermé, et 2 ans après, on a réouvert. Parce qu'on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas, truc machin. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que nos actions, en fait, elles sont continuellement discutées, en permanence. Parce que, effectivement, la question, c'est, ouais, mais par exemple, là où j'étais en Colombie, en fait, quand j'étais là-bas, on a fermé en fait le projet, et c'était le dernier projet, donc on a fermé aussi le pays, parce qu'effectivement, le pays commençait à avoir un niveau de développement relativement normal, et donc ils auraient pu très bien reprendre en fait les activités sur lesquelles on travaillait. Donc il y a toujours cette question de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait bien, et ça, quand vous serez sur place, vous allez passer des nuits à en discuter avec les autres expats. Une anecdote là-dessus. Des week-ends, des vacances. des semaines. Mais pourquoi on continue à faire ça? Parce que, oui, mais parce que quoi? Et ça, en fait, je pense que c'est notre cas, mais c'est aussi le cas de toutes les ONG. Il faut toujours avoir en tête les objectifs, et c'est compliqué de répondre à ces questions de pourquoi on fait ça et pourquoi continuer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, et pourquoi on fait de la tuberculose alors qu'il y a des violences aux femmes, pourquoi on fait ça. Et ça, effectivement, c'est une asso, et vous allez beaucoup réfléchir sur ces éléments-là. Il n'y a pas de vérité absolue, c'est clair. Une autre anecdote un peu dans ce type-là, je ne sais pas si tu l'avais eu en formation, ça. Mais c'était en Afghanistan pendant la période des talibans, donc c'était avant 2001 et les Américains qui reviennent. Tu avais MSF intervenait, je crois que c'était sur du soin, je crois qu'on a un hôpital à Kaboul. Et on a les talibans qui viennent nous voir pour nous demander de les former à faire une amputation. Pourquoi? Parce que les voleurs, avec la charia, etc., les voleurs, on leur coupait un membre pour les punir. Le problème, c'est que comme ils ne savaient pas le faire, en général, derrière, il y avait un décès. Ils ne savaient pas le faire correctement. Donc, ils sont venus nous voir pour nous dire est-ce que vous pourriez nous apprendre à faire ça correctement? Donc, je vous laisse imaginer le débat en interne pour savoir est-ce que tu leur expliques pour sauver des vies, parce qu'ils vont continuer à le faire, ou tu ne leur expliques pas pour ne pas t'impliquer, et parce que c'est une forme de cautionner ça. Je ne vous dirai pas ce qui a été fait au final, mais On l'a coupé. Non. Mais le dilemme de l'humanitaire, c'est aussi ce genre d'histoire-là. Bon, je vous prends un des extrêmes, hein, il y a des trucs. Le quotidien, c'est pas ça. Hein, mais c'est une vraie question. Vous êtes prêts à en parler pendant 2-3 heures? Si on parlait de l'avortement, alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question qui vous sera posée systématiquement en entretien d'embauche. Alors, pas votre position sur l'avortement. Si quelqu'un vient, comment on réagit? Donc, vous imaginez au Yémen, par exemple, un endroit où effectivement l'avortement, c'est le truc. Une femme arrive et demande à l'hôpital d'être avortée. Comment on réagit? Ça aussi, c'est des semaines de discussion avec les expats pendant votre première mission. En entretien, quand ils vous demandent, ils ne demandent pas votre position sur l'avortement, mais en gros, ce qu'ils attendent, c'est que vous ne soyez pas… Parce que dans le MSF revendique, en gros, revendique, pas dans ces pays-là, mais on le fait quand même. Si une femme vient pour se faire avorter, on ne va pas refuser. Même dans les pays un peu à risque comme ça. Et ce dont ils veulent s'assurer, parce qu'on a eu des problèmes dans le passé, c'est qu'aucun expat ne s'interposera à l'action si elle doit avoir lieu. Et donc, c'est pour ça qu'il la pose systématiquement en entretien d'embauche. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez être contre, mais tant que vous ne vous interposez pas. Et par exemple, il y a d'autres questions cruciales et centrales, par exemple en entretien, comme la question de l'avortement, qui reviennent tout le temps. Par exemple, votre façon de penser, ou ça rejoint un peu la question des bonnes et des motivations. Par exemple, il y a des trucs rédhibitoires qui refusent systématiquement par rapport au profil de la personne. Alors, l'avortement, c'est la question la plus dure, je trouve. Enfin, personne ne s'y attend en général. C'est aussi pour ça qu'on sait que c'est un peu dur.
Il y a des profils, entre guillemets, les sauveurs du monde. Ça, c'est juste difficilement accepté. Enfin, je pense qu'il y a un niveau. Il faut rester humble par rapport à l'action qu'on veut mettre en place. Et je vais utiliser un terme qui n'était pas du tout adapté, mais les fonceurs qui n'écoutent pas. C'est qu'une des questions qu'on va vous poser, c'est que vous êtes au Yémen, vous êtes en Afghanistan, il y a des consignes de sécurité qui sont extrêmement strictes. Et on va vous demander, en gros, à votre avis, en condition, enfin voilà, il y a un incident qui intervient, comment devez-vous réagir? Le premier élément qu'on va tester, c'est en fait que la personne écoute les consignes qui lui sont données. C'est ne jamais prendre d'initiative par rapport à ça. C'est qu'il y a un chef de mission, il y a un responsable de logistique qui sont en charge de la sécurité et l'initiative n'a pas sa place par rapport à nos procédures. Ce qui s'est passé en Afghanistan, là, ce qui est terrible, il y a un mois, un peu plus d'un mois, il faut savoir quand même que grâce aux consignes de sécurité, il y a eu 100 personnes qui étaient sur place qui ont été sauvées. Je suis pas sûre que tout le monde sache ce qui s'est passé en Afghanistan. Moi-même, j'ai lu un petit entrefilet, mais je ne sais plus. Donc, si vous pouvez juste donner le contexte, s'il vous plaît. Ouais. Alors, ouais, c'est pas la joie. C'est un peu, c'est un des pires événements qui sont arrivés à MSF. C'est qu'on a une maternité, on avait une maternité qui était basée à Kaboul, qui a accueilli, je crois, on avait combien? Plusieurs milliers d'accouchements par an. Ouais, plusieurs milliers d'accouchements par an. Et on a 3 individus. Pour mettre un peu de contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était dans une zone, je crois que c'était chiite, très touchée, Zahara plus précisément, qui était très touchée en fait par des attentats régulièrement. Par contre, jusqu'à maintenant, la maternité n'était absolument pas touchée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 ou 4 personnes qui sont rentrées. Ils ne sont pas venus pour les expats. Ils ne sont pas venus pour tuer tout le monde. Ils sont allés directement à la maternité, dans la zone de préparation aux accouchements. Ils ont tué toutes les mères et tous les enfants qui étaient présents. Ouais, c'était une ethnie, on soupçonne que ce soit une ethnie qui était visée en particulier. Par contre, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas. C'est la première fois que c'est un truc comme ça arrive à MSF. On a des incidents réguliers, on a des incidents qui peuvent arriver. Vous avez peut-être entendu parler de l'hôpital de Kunduz qui a été bombardé par les Américains en 2015. Mais un incident de ce type-là qui attaque vraiment la structure de santé, etc., c'est juste... Donc, il y a eu je crois que c'est une vingtaine ou une trentaine de morts. Et à côté de ça, c'est ce que tu disais. On s'était préparé en termes de sécurité. Donc, il y avait des safe rooms. Donc, il y a des centaines de personnes qui ont réussi à se mettre à l'abri, mais... Ça fait malheureusement parler... Ouais. Bon. Il y a des pays... L'Afghanistan est le pays le plus meurtrier au niveau humanitaire. Hein. C'est malheureusement une réalité depuis plus de 20 ans. Très important, par rapport à répondre à la question de Charlotte aussi sur les questions pièges, vous avez le droit de dire « je ne veux pas partir dans un conflit armé ». Je ne veux pas partir sur une épidémie, et ce n'est absolument pas rédhibitoire, au contraire. Au contraire, c'est que une personne qui a conscience des risques marque beaucoup plus de points que quelqu'un qui dit ouais non carrément aucun problème. Non, et c'est même si vous voulez, vous êtes OK pour partir sur des terrains, et c'est des terrains passionnants. Hein. Le Yémen, ça reste ma mission la plus marquante parce qu'il y a un contexte géopolitique passionnant, des rencontres incroyables. C'est pas provisoire de dire je ne veux pas aller là-bas, mais c'est simplement montrer que vous avez conscience des risques et de dire voilà, je ne suis pas contre, mais tout en ayant conscience que c'est un choix particulier de vie. Je dois obéir à des consignes de sécurité qui sont très strictes et je le ferai. Et si je le fais, c'est par rapport à telle motivation. Par rapport aux épidémies, pareil. Hein, après, les épidémies d'Ebola, c'est encore un autre contexte. Après, il y a un autre élément qui est rédhibitoire, c'est en fait le fait de n'être jamais parti dans des pays difficiles. Et je pense que la plupart d'entre vous, si ce n'est tout le monde, vous êtes déjà parti pour une petite mission à gauche ou à droite. Ça, effectivement, il faut l'avoir fait. En particulier, c'est indispensable dans le sens où il faut savoir ce que c'est de vivre dans un pays compliqué,
Parce que voilà, Après, j'ai des après, expériences. compliqué, c'est pas forcément compliqué, mais avec une culture très différente de la vôtre. Voilà. C'est parce que C'est ça. on a des missions en Asie ou en Cambodge où il n'y a pas, enfin même, je veux dire le Burkina, le Togo, Le Burkina, ouais. Ah, tu crois Oui, que, d'accord. Ok, le Burkina, le Burkina, c'était valable il y a encore jusqu'à 2 ans et malheureusement avec ce qui se passe. Mais il y a un élément qu'ils vont tester, et c'est un peu, en effet, qui est indispensable, ça, pour rejoindre ce que tu disais, c'est votre expérience multiculturelle, / expatriée, / vivre à plusieurs. On n'en a pas parlé, mais alors MSF fait pas trop mal là-dessus par rapport à d'autres ONG, c'est que vous avez quand même une chambre à vous, chiottes et salle de bain partagée en général, hein, mais il y a quand même un minimum de confort, c'est un très grand mot. Mais si vous restez longtemps sur une mission, il y aura un minimum de confort. Par contre, quand vous arrivez sur les missions un peu long terme, etc., sur une mission d'urgence, il faut être capable de vivre à la route. Ça. Mais tu n'y penses pas trop vu que tu bosses 20 heures par jour. Moi, je vais peut-être... Ah si, il y a encore... Oui. Il y a encore Louise, non? Désolée, je rebondis aussi sur des questions qu'il y avait pu y avoir avant ou juste sur des choses que je me dis qui peuvent être intéressantes. C'est le fait, justement, vous avez parlé d'avoir une expérience avant MSF. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur vos expériences à vous? Ça peut être plus tard, hein. Mais aussi peut-être repréciser, je ne sais pas si tout le monde connaît ce qu'est le volontariat de solidarité internationale. Et donc, juste parce que je pense que pour la plupart des personnes présentes, eh ben, elles n'ont pas encore cette expérience-là. Et donc, elles vont, si elles souhaitent un jour intégrer MSF, elles vont devoir vivre une autre expérience avant. Donc, si vous pouvez un peu plus détailler cette partie, ça peut être intéressant. Justement, je voulais en parler de ça. Dans le sens la transition. En fait, dans le sens où effectivement, aujourd'hui, je connais pas en fait les filières que vous êtes en train de prendre, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est ce que tu disais tout en introduction. C'est vrai que nous, ce qu'on recherche, enfin MSF recherche, c'est surtout des médicaux, des infirmiers, mais je n'ai pas entendu beaucoup d'écoles d'infirmières ou de médecine. Après, du côté effectivement log et admin, je vais quand même rentrer un peu dans les détails pour vous expliquer quel profil on cherche. On cherche du côté de la log, soit des spécialistes, c'est-à-dire qu'à la log, il y a par exemple la mécanique, des gars qui savent gérer un parc de véhicules. Il y en a qui gèrent ce qu'on appelle les équipements biomèdes. Il y en a qui font de la construction. Donc, une partie en fait, des personnes qu'on recrute à la log, c'est effectivement des spécialistes qui connaissent bien leur métier pour pouvoir faire leur métier sur les terrains. Un deuxième type de personnes qu'on recrute, c'est à peu près moi. Moi, mes mains, elles servent à quoi? À compter sur mes doigts. À part ça, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Donc, c'est en fait des profils plutôt de gestion de projet. Donc, comme je disais, quand on est envoyé sur le terrain, il y a une bonne partie des gens qui sont là pour gérer des équipes, pour avoir des postes de moyenne et après de grandes responsabilités. Donc, effectivement, le fait d'avoir des expériences en gestion d'équipe, en gestion de projet, quel qu'il soit, que ce soit de l'humanitaire, que ce soit de l'informatique, que ce soit des travaux, je ne sais pas quoi. Effectivement, le fait d'avoir des expériences en gestion d'équipe, ça permet de rentrer. Du côté des admins, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il y a deux grosses fonctions des admins. C'est soit du côté des RH, gestion des RH, mais de la paye, gestion des équipes, enfin gestion administrative des équipes, etc. Et gestion finance, des budgets, suivi de budget, etc. Il ne faut pas avoir les deux, l'un ou l'autre. On sait que de toute façon, avoir les deux, c'est un mouton à 6 pattes. Donc l'un ou l'autre, ça permet effectivement de rentrer dans le pool des admins. Pour tout ça, il faut avoir une certaine expérience. Donc, quand on vous disait ouais, il faut au moins 2 années d'expérience, il y a plusieurs raisons. C'est à la fois d'avoir cette expérience pour pouvoir l'utiliser, parce qu'on ne va pas vous prendre parce que vous êtes sympa. On va vous prendre parce que vous avez des compétences et que ces compétences, on va les utiliser sur le terrain. Donc, c'est à la fois… Mais il faut être sympa. Mais il faut être sympa, c'est mieux.
Si l'autre chose, c'est que ces 2 années d'expérience, ça permet effectivement d'acquérir ce genre d'expérience. Et en plus de ça, ça permet aussi de savoir ce que c'est que le monde du travail. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous partez, vous le savez peut-être, c'est que vous allez travailler avec des gens, vous allez vivre avec des gens, les mêmes, et vous allez aussi boire le soir avec les mêmes. Mais il faut avoir déjà vécu ce genre de choses, et c'est au niveau du travail que c'est une bonne introduction. Effectivement, à la fac, on vit aussi avec des gens, on dort pas loin d'eux et on sort avec eux, mais c'est pas la même relation qu'on attend. Donc, effectivement, ces 2 années d'expérience professionnelle, ça permet aussi d'avoir cette connaissance de ce que c'est que le monde du travail. Je vous ai parlé effectivement de ce qu'on attendait ici à MSF pour pouvoir intégrer MSF. Comme je vous l'ai dit, moi, j'avais plusieurs années d'expérience. J'ai été toqué à la porte d'MSF. On m'a dit « Non, vous êtes pas mal, mais pas… » Donc, effectivement, une bonne chose aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Louise, c'est effectivement les VSI. Et je pense que les VSI, c'est une très bonne occasion de faire des choses sympas. Je dis ça parce que je l'ai fait. Qu'est-ce que ça m'a permis, moi, pendant mes années au Nicaragua? En fait, moi, pour vous donner une idée, moi, je suis rentré en tant que, j'appelais ça le responsable des câbles et des imprimantes. Bref, responsable informatique, quoi. Donc, sans forcément beaucoup de responsabilités. Mais le truc, c'est qu'en fait, au sein de l'organisation, comme c'est une petite organisation, en fait, moi, j'ai eu la possibilité en fait, de monter. Tiens, il y a un poste qui s'ouvre qui est intéressant sur une gestion de projet humanitaire. Tiens, je vais y aller. Ah tiens, il y a un gars qui s'en va, il faisait, bon alors là c'est des grands mots, c'était directeur, je ne sais pas quoi, tiens, je vais y aller. Et avec ça, en fait, au bout des 3 années, j'avais effectivement géré des équipes, j'avais vu comment ça fonctionnait, alors là c'était de l'eau à l'assainissement et de l'électrification solaire. J'avais suivi, enfin bref, j'avais pas mal coché de cases en faisant cette expérience à travers d'un VSI. Petite chose pratique, pour les VSI, moi j'étais passé par une petite asso qui était, je ne sais plus quel est le lien exact, mais à travers de la Guilde européenne du RAID, je ne sais pas si vous connaissez, qui est aussi un endroit où il y a pas mal de… Enfin, c'est une petite ONG, la Guilde, et qui en fait fait le lien avec des toutes petites ONG d'un point de vue administratif, etc. Et à travers d'eux, en fait, vous pouvez trouver des expériences en VSI qui sont vraiment sympas. Enfin, je parle pour moi. Donc, effectivement, c'est une première marche qui permet après de rentrer effectivement dans des ONG plus importantes. D'autres choses aussi, c'est que MSF, effectivement, il y a quand même pas mal de personnes qui postulent. Donc, ça va peut-être être compliqué de rentrer au début. N'hésitez pas d'aller voir, alors je suis désolé de dire ça, mais les ONG moins visibles, on va dire, qui sont un peu plus petites, mais qui font des choses très intéressantes aussi. Donc là, ce que je veux dire, c'est que je parlais du VSI, c'est plutôt les toutes petites ONG. Il y a des moyennes ONG, n'hésitez pas aussi à aller postuler chez elles, à aller voir en fait ce qui se passe chez eux. Et après, effectivement, quand vous aurez pas mal d'expérience, alors je parle de 3-4 ans, effectivement, vous pouvez aussi après postuler chez MSF. Et là, effectivement, vous aurez d'autres possibilités. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans le monde en fait, de la solidarité internationale de l'humanitaire, il y a 50 000, non, 50 000, ça fait beaucoup, il y a 50 types d'ONG différentes. Et n'hésitez pas en fait, à aller toquer à toutes les portes possibles. Même si c'est une petite, c'est le premier pas vers une moyenne. Et la moyenne, ça sera peut-être le pas vers une plus importante. Et les grosses, ce n'est pas forcément une finalité non plus. Hein. Moi, je trouve qu'il y a, pour avoir bossé, enfin, j'ai eu une expérience un peu comme toi à l'étranger, je ne vais pas répéter, mais l'avantage des petites et moyennes structures, c'est que vous aurez beaucoup plus de responsabilités élargies que dans une grosse. MSF, on a quand même, on reste très polyvalent sur les postes et la personne définit le poste plus que le poste définit la personne, donc ça c'est cool. Mais vous avez quand même une spécialité que vous devez suivre. Alors que dans des petites organisations, des organisations de taille moyenne, notamment en gestion de projet, vous pouvez prendre plein de responsabilités différentes, vous pouvez être plus moteur. C'est ce que j'ai fait. C'est ça, exactement, comme tu l'écrivais. Et
je pense que ça peut être génial même comme pour d'y rester. Enfin, je veux dire, si vous voulez pas être un peu quand même dans une spécialité, vous êtes bienvenu à MSF, hein. Mais si vous voulez être sur quelque chose de plus étendu en termes de responsabilité, les petites et moyennes sont bien. Alors, je vais juste rajouter un petit lambda sur les petites. Vous allez manger des pommes de terre et du beurre. C'est dur, c'est pas vrai aujourd'hui. Non, mais effectivement, vous n'aurez pas forcément un salaire important. Vous serez nourri, logé, peut-être les billets d'avion payés. Mais effectivement, vous n'arriverez pas enfin, vous en vivrez quelques années, mais c'est juste pour entrer dedans. Après, effectivement, pour les moyennes et les grandes, vous allez commencer à avoir des salaires qui vous permettront effectivement de vous stabiliser d'un point de vue financier, quoi. Mais bon, ça, voilà, c'est à vous aussi de vous projeter sur votre chemin, quoi. Je crois que Louise, je ne sais pas s'il y a des parties, hein, des briefings plus sur la partie rémunération salariée. Tu as des ONG qui payent des petites, même des petites, qui ont des bons financements quand même. Il faut trouver la bonne. Mais, d'accord. Je pense que c'est une bonne question. Enfin, moi, en plus, j'avoue que moi, pour le coup, j'y connais rien. Enfin, je connais les salaires à ED, mais on n'est pas vraiment une grosse ONG. Donc, peut-être ça peut être intéressant de parler un peu des rémunérations. D'accord, très bien. On se focus sur la rémunération de terrain. Bon, je pense en 2 mots au niveau du siège. En fait, même au niveau du siège, on n'est pas trop mal payé par rapport au privé. En fait, il y a une règle à MSF au niveau du siège que je trouve plutôt bien, c'est qu'il y a un rapport de 3 entre le plus bas salaire et le plus gros salaire. Donc, ça veut dire que 3,5. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ils avaient fait une étude, mais en gros, les salaires pour les postes à responsabilité plus limitée à MSF sont mieux payés que dans le privé. Au niveau des postes intermédiaires, cadres ou middle management, on est sur à peu près équivalent dans le privé. Et par contre, pour les postes à responsabilité, on est moins bien payé que dans le privé. Ça, c'est au niveau du siège. Après, au niveau des terrains, alors il y a une règle qui est spécifique à MSF, qui est un peu dure, mais qui est pas près de disparaître, je pense. C'est que la première année que vous partez, ça s'améliore. Ça s'améliore. Ah bon, ils l'ont augmenté. Il y a ce qu'ils appellent l'année du désert. Non, l'année du volontariat. Oui, l'année du volontariat. Donc, mais c'est en interne, on appelle ça l'année du désert. C'est qu'en gros, vous avez la première année, vous partez avec MSF, vous n'avez pas un statut d'expatrié, vous avez un statut de volontaire. Et donc, la rémunération que vous touchez est la même pour tout le monde. Je crois qu'on est à peu près équivalent d'un SMIC sur la première année. Ce qui n'est pas énorme, mais quand même, quand vous savez que tout est pris en charge, c'est-à-dire que vous ne payez pas le logement sur place, ou alors vraiment si vous voulez un truc plein, vous ne payez pas le logement. Ouais. Tu connais des endroits où pour les cordeaux. Pour les cordeaux. Ouais, non. Mais c'est bien. Mais en gros, vous ne payez pas le logement sur place, vous avez un per diem tous les jours pour financer tout ce qui est nourriture. En gros, c'est une sorte d'argent de poche et vous la passez en général plutôt en alcool. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous avez. Et donc, c'est quand même le salaire qui est touché, sauf si vous avez des charges en France, est quand même plutôt bénéfique, quoi. Je vais me rajouter en fait tous les transports, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas parisiens. Si avant de partir en mission, vous devez faire des briefings à Paris, on va vous payer le train, on va vous payer bien sûr le taxi, on va vous payer l'avion. Sur place, quand vous arriverez à l'aéroport, vous ne serez pas tout seul, il y a des gens qui viendront vous chercher. C'est-à-dire qu'entre chez vous et 6 mois après chez vous, en fait, vous n'aurez rien à payer, quoi. Sauf si vous voulez faire des extras, c'est-à-dire très très rapidement. Ce qu'on demande, c'est que sur les terrains, tous les 3 mois, on fasse un break. Et ce break-là, il faudra utiliser votre salaire pour le payer. Mais tout le reste, absolument tout le reste, vous n'avez rien à débourser. Et après les 1 an, vous avez un salaire, vous allez toucher un salaire d'expatrié qui va être en rapport avec votre niveau de responsabilité. Il y a 15 niveaux. On va du 9 au 15. Ouais, pour les expats, on va du 9 au 15. Mais je crois que ça va de 2006 à 2004. Sachant que c'est net. Alors, oui, non. Bon, 2006 à 2004, je ne sais plus si c'est net d'impôt ou pas. Mais je crois que c'est très différent d'une ONG à l'autre. MSF paye plutôt bien par rapport en France. Paye beaucoup moins bien que les ONG anglophones. Save the Children, ils ont des salaires complètement hallucinants.
Après, bon, je trouve qu'on est très bien lotis. Voilà. Pour le coup, je veux dire, sans mentir, pour avoir bossé dans le privé avant, etc., je m'attendais. C'est des salaires qui sont quand même corrects. Et on a une question d'Anaïs. Ah oui. En fait, moi, je me demandais juste par rapport au profil des personnes qui postulent justement pour des postes à MSF, est-ce que la plupart du temps, enfin, est-ce qu'on est obligé d'avoir une formation humanitaire ou vraiment ça peut être juste par rapport à l'expérience ou on a d'expérience. Hein. Non, enfin, c'est vrai qu'on est des bons. On a l'expérience dans l'humanitaire, mais on n'a pas de diplôme en humanitaire. D'accord, il n'y a pas de besoin. Ok. Ce côté un petit peu, si tu veux, sensibilité à l'expatriation, la solidarité internationale, on va vraiment la tester pendant l'entretien RH. Okay. Donc sur ta connaissance des MSF, sur ta compréhension générale. Là où par contre, ça va être nécessaire, c'est quand vous voulez avoir des postes de coordination. Il y a quand même beaucoup de postes de coordination où les gens ou des postes à haute responsabilité, postes de chef de mission sur des pays clés. Moi, je vois beaucoup de gens qui quittent un peu, qui ont des postes de coordination dans des petits pays et qui vont faire une formation soit d'humanitaire, soit sur de la géopolitique internationale, soit sur le complément important par lesquels beaucoup de gens commencent aujourd'hui en humanitaire, c'est quelque chose qui arrive plus tard à MSF. D'ailleurs, MSF fournit des formations aussi de ce type-là. Mais pour la plupart des postes, c'est vraiment plus une tête bien faite, une motivation et une spécialisation des compétences qui sont nécessaires. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Juste, je me rends compte qu'il est 18h20, donc n'hésitez pas si jamais, enfin déjà vous êtes rendus disponibles un bon bout de temps, donc n'hésitez pas, Benoît et Cyril, à dire. Non, on avait prévu le coup. On avait Ok. 17h jusqu'à 18h30. Ouais. Ok, bah on peut se donner jusqu'à 18h30 justement, et du coup je vous invite tous et toutes à poser vos questions là. N'hésitez pas. Charlotte, je crois que tu voulais parler. Oui. J'ai une question. Quand vous parlez des 2 années d'expérience, ou même de manière générale, bon, par exemple, en tant qu'étudiant, souvent, les missions qu'on fait, c'est assez ponctuel et c'est aussi en fonction de ce qu'on trouve. Est-ce que ça peut être perçu d'une mauvaise manière d'avoir multiplié les missions, en fait, qui sont peut-être pas forcément sur les mêmes thèmes, pas forcément dans le même pays, plutôt qu'avoir suivi une ligne directive avec tout le temps le même thème, tout le temps le même pays, etc. Étudiante, on est au courant. Non, mais on est réaliste. Vraiment pas, t'inquiète. Vraiment pas. Contrairement à un employeur, pour le coup, en France, où si quelqu'un qui enchaîne les missions tous les 6 mois, on va paraître ça suspect, dans l'humanitaire, c'est la règle. C'est la règle. Donc, rassurez-vous, vraiment pas du tout. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Enfin, c'est surtout qu'on sait on sait comment, c'est pas évident pour vous, on sait par où vous passez, donc c'est normal, quoi. C'est un parcours normal, donc il n'y a pas de. J'ai même envie de te dire, avoir eu plusieurs missions avant d'arriver à 2 ans d'expérience, c'est plutôt bien. C'est plutôt rare, je pense, aujourd'hui. Enfin, Louise, tu le sais mieux que nous, je pense, mais il y a beaucoup de gens qui postulent qui n'ont pas déjà eu d'expérience. Après, l'inverse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, quand vous allez arriver ici, on parlait de régulier et d'urgence. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le régulier, on a une tendance à rester longtemps sur des projets réguliers parce que c'est. Voilà. Donc, ça veut dire que, par exemple, en 2 ans, vous aurez peut-être fait 2 ou 3 missions, alors que si vous êtes aux urgences, vous en aurez peut-être fait 6. Ouais, est-ce qu'il y en a le gars qui a fait 2 de régulier ou l'autre qui a fait 6 d'urgence? Non, on a besoin des 2, donc on continue à travailler avec les 2. Hein. Ok, merci. Après, je pense qu'il y a aussi ce qui est de l'ordre de la mission vraiment et ce qui peut être d'une expérience, enfin je sais que c'est le cas pour plusieurs des personnes présentes, une expérience associative d'un projet étudiant plutôt de solidarité internationale, qui là je pense peut être peut-être valorisée comme une expérience aussi d'interculturalité et de montage de projets, etc. Mais qui bien sûr n'aura pas le même impact que 3 mois de mission. Après, je pense, je ne sais pas. Juste pour vous dire, à propos de toujours mon expérience sur le VSI, effectivement, il y a des personnes qui sont parties en VSI
Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais fait du VSI. En fait, toi, tu as parlé des 12 mois moi, je parle de volontariat, on va dire. Et en fait, mes années de VSI ont été comptées. C'est-à-dire que ça a été pris en compte dans le sens où, effectivement, on s'est dit que mes années de VSI, c'est des expériences intéressantes, c'est des choses qui nous intéressent ici à MSF. Et effectivement, sur les 12 mois de volontariat, je crois que ça m'a fait diminuer de 6 mois. C'est-à-dire qu'ils se sont dit 3 ans de VSI, c'est l'équivalent de 6 mois chez MSF. Bon, après, c'est des calculs, hein, donc c'est tout à fait discutable. Il faut moins pénible là-dessus, je crois. Mais ça veut surtout dire qu'effectivement, si vous faites des VSI, c'est pris en compte aussi pour être embauché. Le niveau de volontariat, ça, je suis du désert. Elle diminue en fonction de votre expérience. C'est vrai qu'une autre chose aussi, c'est qu'un VSI, si vous arrivez à le faire durer un peu, c'est-à-dire que si c'est 1 mois, j'imagine qu'un mois, tu ne vas pas faire grand-chose. Tu rentres dans le contexte, tu rentres, tu as les yeux grands ouverts, tu essaies de comprendre ce qui se passe et tu t'en vas. Alors que si tu fais un VSI de 6 mois ou 1 an, là, tu vas vraiment travailler dans le sens où, effectivement, tu vas prendre 1 ou 2 mois pour apprendre le contexte, apprendre les manières de faire, et tu vas être, entre guillemets, efficace pendant 3 ou 4 mois. Donc, effectivement, d'un point de vue de compétences, de développement des compétences, c'est pas mal d'avoir effectivement quelque chose qui dure un peu plus parce que ça montre que tu as vraiment travaillé pour la structure et t'as pas. Alors que si tu restes que quelques semaines ou 1 mois, ouais, tu apprends beaucoup pour toi, mais tu donnes moins en fait. Après, c'est pas parce que la mission dure 12 mois qu'il n'y a pas 1 mois de mission. Enfin, je différencie un tout petit peu la mission sur place et la mission de la préparation. Je bosse régulièrement avec des services civiques et les services civiques, ils vont peut-être passer 3 mois. C'est une association qui bosse au Niger, mais ils ont préparé leurs 3 missions pendant 6 mois à l'avance et il y a une continuité de 3 mois après. Moi, j'intègre ça quand même comme une expérience complète parce que la préparation de la mission en elle-même, c'est une très très grosse partie du boulot aujourd'hui finalement parce que savoir monter un dossier de financement, savoir monter préparer un déplacement, préparer la logistique sur place, le retour, etc. Ça, c'est une expérience qui est complète. Hein. C'est pas parce qu'on est sur place. D'ailleurs, oui, c'est vrai que moi, quand j'ai fait le VSI, c'était le début aussi des services civiques et donc je ne peux pas vous dire s'il y a des différences. Mais je pense que, dans mon souvenir, les services civiques, c'est ce qui a un peu remplacé dans certains cas le VSI. Je pense que c'est aussi une expérience intéressante. C'est assez mais bon, on pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse. Et pour les participants, je peux vous envoyer un document qui récapitule plusieurs informations là-dessus. Mais il y a plein de formes de volontariat qui existent. Aujourd'hui, le VSI, c'est quand même assez professionnalisant. N'importe qui ne peut pas faire un VSI. Il y a quand même un recrutement assez spécifique. Le service civique, c'est plus ouvert, service civique à l'international. Dans le service civique, en principe, la personne n'est pas supposée être en responsabilité seule de quelque chose, donc elle est toujours accompagnée. Donc il y a plein un peu de possibilités suivant où on en est dans la vie et ce qu'on a envie de faire et ce qu'on se sent de faire aussi, parce que c'est normal de se former au fur et à mesure. Donc le service civique à l'international, c'est chouette aussi. Et le VSI, généralement, en fait, je ne suis pas sûre que ce soit possible d'avoir une durée de moins de 1 an aujourd'hui de VSI. C'est toujours 1 ou 2 ans, je crois. Il y avait Pauline qui voulait parler, je crois. Tout à fait. Pardon, j'avais pas mis le micro. J'avais une question parce qu'en fait, du coup, là, cette année, on a dû faire un projet d'orientation professionnelle. Donc, moi, j'ai parlé du fait d'aller dans l'humanitaire et en cherchant un peu comment je pouvais accéder à l'humanitaire à partir de la pharmacie. Donc, déjà, j'ai vu que c'était beaucoup par la filière internat. Donc, c'est dans ça que je me suis engagée. C'est une filière où on passe le concours pour après… c'est le même concours que les médecines pour l'hôpital. En gros, c'est le même principe. C'est pour aller après travailler en hôpital, tout ça. Donc, elle est très ouverte parce que dès qu'on est interne, on peut s'inscrire sur la liste EPRUS et avoir d'autres accès à l'humanitaire. Et j'avais vu en cherchant un peu que MSF prenait des étudiants quand ils avaient fait 4 semestres d'internat. Donc, l'internat, c'est 4 ans. Et au bout de 2 ans, donc en gros, l'internat compte comme une expérience professionnelle, du coup. Alors, ça dépend de ton métier. Pour la pharmacie. Alors, pour la pharmacie, ça dépend où tu candidates en plus, parce que tu as 5 branches de candidature. Ouais. Là, le détail en question pour la pharma, je ne saurais pas dire. En fait, il y a 70 spécialités et 15 conditions.
pour chacune, qui sont D'accord. différentes selon la spécialité. Donc, en effet, si vous êtes sur le site msf.fr, il y a vraiment pour chacune des spécialités la description des conditions. Ça ne m'étonne pas que pour les pharmas, ça soit les 4 semestres. Je sais que ça a été le cas pendant un temps pour les médecins généralistes et qu'ils l'ont enlevé. Ensuite, c'est que là, ils attendaient, les gens devaient avoir fini leur internat pour pouvoir. Et je sais qu'il y a des allers-retours aussi. Donc, là, j'avoue que sur ce point précis, le site, un petit coup de msf.fr devrait. Ouais, bah, il me semble que j'avais dû trouver sur le site, mais après, je sais pas si c'est toujours bien à jour, tout ça. Donc, par exemple, s'ils l'ont enlevé pour les médecins, je savais pas si. Nous, on n'est pas au niveau du recrutement, donc on va avoir du mal à répondre. C'est moi qui ai développé le site informatique sur la Oui, partie mais- recrutement. Donc, normalement, c'est censé être à jour. Bon, bah, c'est bon alors. Après, dans le truc qui est le plus à jour, potentiellement, mais si en plus le site est à jour sur ce genre de choses parce que c'est des conditions qui sont tellement importantes et qui sont tellement impactantes, donc que je sais que l'équipe du recrutement le tient. Après, le mieux pour ça, si vraiment il y a un moment où vous dire je fonce, je vais y aller, les réunions d'information qui ont lieu le premier mardi de chaque mois à Paris et ailleurs en France, là aussi c'est à l'agenda, ils ont les réponses à toutes ces questions-là par spécialité. D'accord. Ça sera d'autant plus à jour. Mais en effet, l'internat, dans certains cas, peut compter comme une expérience. Je pense. Ok. D'autres questions? Après, juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce qui est bien, pas bien MSF, les frustrations, etc. On s'est arrêté sur le truc qui était plus frustrant. Dans les trucs qui sont quand même plutôt vraiment super cool. Pas propre à MSF, mais propre aux ONG, c'est que si vous aimez la rencontre de gens assez ouf qui ont des parcours incroyables, c'est le lieu pour être. Le lieu pour être, en général, MSF. Mais c'est bon. Après, il faut bien aimer sortir régulièrement les soirs. Le plus dur, c'est d'arriver à mixer la vie privée, la vie pro sur ce genre de truc-là. La famille n'est pas toujours contente de la quantité de disponibilité que vous avez quand vous bossez pour une ONG. C'est encore mieux s'ils sont aussi dans les ONG. Mais ça peut être un choix de vie tellement passionnant. C'est aussi un danger par rapport à ça. Si vous aimez le voyage, c'est une évidence que c'est génial. Si vous aimez bien l'adrénaline, c'est un petit plus pour les urgences, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et de base, si vous voulez être au courant un peu de ce qui se passe dans l'actualité, il y a un réseau MSF. Dès que vous êtes en interne, vous recevez des informations qui sont souvent plus à jour que ce qu'on a dans les journaux. On a 1 semaine, 2 mois, 1 an. Je veux dire, ce qui se passe au Burkina, je pense que ça va finir par sortir dans les actualités d'ici 2-3 mois, alors que ça fait 1 an et demi que la plupart des ONG sont au courant et communiquent là-dessus. Tout ce qui est, si vous êtes passionné de géopolitique, c'est vraiment un truc ouf. Et puis, ça sert à quelque chose, quoi. Moi, je vais juste rajouter une autre chose parce que là, on a parlé, en ayant en tête de partir sur les terrains. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre porte d'entrée chez MSF. C'est avenue Jean Jaurès à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, une autre manière de rentrer ici, c'est de postuler, de rentrer comme Cyril ou moi, c'est-à-dire ici au siège, sur un poste X ou Y. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a une politique, comment on appelle cette politique? Alors moi, c'était terrain, bref, de faire en sorte qu'il y ait un lien fort entre les terrains et le siège. C'est-à-dire que les gens du siège, on les pousse à partir sur le terrain en détachement. Et les gens des terrains, on leur demande aussi de passer un petit temps au siège sur des projets ou des choses comme ça. Donc, une autre porte d'entrée, c'est effectivement de rentrer ici. Et après, si vous êtes motivé, vous pourrez être détaché sur le terrain. Ça se fait assez facilement, quoi. Il y a pas mal de monde qui le fait. Après un an d'expérience, quand même. Il faut compter à peu près 1 an au siège. Voilà. Mais c'est une autre porte d'entrée. Tout à fait différente, mais qui a à savoir, quoi. Et il y a certains postes qui sont vraiment l'idéal au niveau du siège, c'est que vous êtes basé à Paris et vous avez des missions qui vont durer 1 mois, 2 mois sur le terrain de façon assez ponctuelle. Et là, ça permet, souvent les gens du terrain finissent là parce que ça permet d'avoir une vie de famille, mais également d'avoir ce qu'apporte le terrain en termes d'expérience et d'épanouissement. J'avais une question justement par rapport à la vie de famille. Quand vous êtes expat, je n'ai pas de mal à imaginer que ça dépend aussi des pays et des missions, mais si c'est des missions assez longues, vos conjoints et les familles peuvent suivre en tant qu'expat ou c'est vous qui partez vraiment seul? Eh bien, en fait, il y a plusieurs possibilités. Si par exemple ton conjoint, c'est un conjoint que tu as rencontré sur une mission, donc c'est un conjoint MSF. Comme 80% des gens à MSF.
Ah ouais. Il est marié avec, Comment ça? avec une des personnes qu'il a rencontrées. Je spoil. Donc, le truc, c'est que si effectivement vous êtes des personnes qui veulent aller sur le terrain, en fait, après ce que vous allez faire, vous allez être plus ou moins connu. C'est-à-dire, on parlait de la gestion de pool tout à l'heure. Et après, vous aurez donc la possibilité en fait, de mettre un peu plus de conditions. Donc, ça sera, ah bah tiens, mon copain, il part, enfin, on veut partir ensemble. Donc, effectivement, ça serait de partir sur le même projet. Lui en tant que log et puis moi en tant qu'admin par exemple. Et après le truc c'est que ce qui se passe, c'est ce qui arrive. Si vous avez des gamins, dans ces cas-là, ça sera plus sur les projets que vous pourrez avoir la possibilité enfin vous n'aurez pas d'opportunité sur les terrains, on n'envoie pas d'enfants sur les projets, on les envoie en coordination. Et en particulier, il y a des missions qui sont faites. On sait qu'il n'y a pas de problème de sécurité. On envoie sur des missions famille, c'est-à-dire que la Jordanie, c'est une mission famille. L'Afghanistan, ce n'est pas une mission famille. Le Yémen non plus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Enfin bref, il y a un certain nombre. Le Mali, c'est une mission famille. En coordination. Ouais. Le Fred, il en revient là. Ouais. Il est parti avec femme, enfant, gamin, le chien, etc. Donc, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a cette possibilité-là. Après, il y a aussi l'inverse. C'est qu'il y a des vieux de MSF qui ont fait plusieurs missions. À un moment donné, ils ont monté leur famille. Ils ont travaillé normalement en France. Et après un certain âge, en fait, ils reviennent. Puisqu'effectivement, les gamins sont partis. La femme, elle est toujours aussi séduisante, mais bon, un peu de distance, ça ne fait pas de mal. Ils repartent sur le terrain. Donc, en fait, il faut s'imaginer, ça part un peu dans tous les sens, mais il faut effectivement avoir ça en tête, c'est qu'une famille, c'est des liens, désolé de le dire comme ça, mais c'est des contraintes superbes, mais d'un point de vue mission, ça complexifie un peu les choses, ça rajoute un gros paramètre de plus, mais il y a des solutions quand même derrière ça. Ouais. Ça reste un peu les privilégiés, mais ça existe, c'est clair. Et ils essayent quand même de pousser pour ce type de politique-là, parce qu'ils savent que c'est une façon de fidéliser quand même les personnes à MSF. Le fléau à MSF, c'est le turnover. C'est qu'on a aujourd'hui au niveau de, je crois, sur un poste terrain d'expatriés, en moyenne, il y a 2,5 personnes qui passent par an. 2,5. Comment? Ouais, c'est le chiffre des RH. Ah oui, en moyenne. Donc, c'est une perte de connaissances. Et donc, ils essayent un petit peu de favoriser de plus en plus ce genre de politique. Après, c'est pas évident. Voilà. Mais plus tu fais ton réseau, et ça peut-être, on a oublié d'en parler du réseau, plus tu fais ton réseau, plus tu as de facilité à MSF. Et d'ailleurs, conseil que je vous donne, pas juste propre à MSF, le réseau dans la solidarité internationale, c'est la clé de la réussite. Je veux dire, pas que dans la solidarité internationale, mais particulièrement dans la solidarité internationale. C'est un petit monde. On se connaît tous entre ONG. Après 5-6 ans d'expérience, vous aurez croisé 17 autres ONG. Et je dis que si une carrière dans l'humanitaire vous intéresse, d'ailleurs, je vous conseille de ne pas faire qu'une seule ONG, quelle qu'elle soit. Et le réseau, c'est la clé. Mais ouais, ça raison, les États-Unis aussi. Mais même au sein de MSF, on sait très bien que où il y a un pays qui vous passionne, il y a un truc que vous avez vraiment envie de faire une mission là-bas. C'est pas parce qu'il y a un poste qui s'ouvre que, enfin, il faut connaître la bonne personne pour pouvoir avoir ce poste-là. Il y a quand même cet aspect-là qui peut être présent. J'ai oublié de dire sur le parcours. Effectivement, je parlais. En fait, le parcours un peu classique, c'est quoi? C'est on commence sur un projet, donc on va dire, petit log. Après, on continue toujours sur les projets, mais en grand log, c'est-à-dire plus de responsabilités. Hein. Après, on passe en coordination. Et après, là, il y a d'autres postes qui s'ouvrent, c'est ceux au siège, c'est-à-dire que même au niveau du département des opérations, donc les opérations, c'est ce qui organise et dirige un peu ce qui se passe sur les terrains, il y a des postes qui s'ouvrent. Et c'est aussi une autre possibilité, c'est de continuer en fait sa carrière à MSF, mais en étant en France.
quand on est aux opérations ici, il y a aussi la possibilité de se dire, bah, oui, effectivement, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, quand on est aux opérations, il y en a certains qui passent 3 mois par an sur le terrain après. Parce qu'ils sont en charge de certains pays, donc ils font une visite de 15 jours au mois de janvier, 15 jours à droite, etc. Mais ça, effectivement, c'est après un certain nombre d'années d'expérience. Oriane, tu avais une question? Oui, vous parliez tout à l'heure de rentrer par le siège. Quels sont les postes à peu près qui sont ouverts au niveau du siège sans arriver en fin de carrière, en ayant plein d'expérience déjà à MSF MSF.fr, rubrique nous recrutons. Alors, il y a des informaticiens parmi vous. Je suis en plein recrutement en ce moment, en galère d'ailleurs. Non, oui. On essaie de retrouver un moyen de bosser ensemble, c'est galère ensemble. Non, alors, au niveau du siège, en fait, MSF au niveau du siège fonctionne comme une organisation normale. C'est que tu vas avoir une PME, quoi. Bizarroïde, mais PME. C'est ça. Et tu vas avoir, je veux dire, tu as besoin de financiers, donc tu as un directeur financier, tu as des contrôleurs de gestion, tu as besoin d'une responsable paye, tu as besoin je parlais d'informatique, de recruteurs. Donc, c'est vraiment une organisation comme n'importe quelle autre. Et là, c'est au gré des opportunités, des postes qui s'ouvrent, des départs, etc. Et là, pour le coup, si tu veux vraiment le détail des postes en fait ouverts à l'instant T, c'est vrai que msf.fr et le. Après, tous nos postes, sont aussi sur Coordination Sud, même au niveau du siège. Et petite dédicace pour les écoles de commerce, on a un département collecte qui est friand d'écoles de commerce aussi. Et pour le coup, c'est vraiment des tremplins vers le terrain. Moi, dans mon équipe, des informaticiens, des purs geeks qui demandent des détachements. Quand on est au siège et qu'on demande un détachement, en général, on l'a. Pour partir 3-4 mois sur le terrain, je n'ai pas souvenir d'une fois où ça a été refusé. Ça, elle n'avait pas été sur. Elle n'avait pas d'une expérience en tant qu'expatriée. Même simplement, ouais, voilà. Enfin, rien. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des conditions minimum à ça donne répondre. Beaucoup plus de possibilités. Puis surtout que tu sors un peu, tu commences à connaître l'équipe de recrutement et ça, quand tu crées des liens, ça facilite quand même. Il faut bien voir, c'est qu'au siège, en fait, effectivement, on fait des choses un peu particulières, on gère effectivement l'humanitaire, mais il faut bien voir que c'est comme une petite entreprise normale, quoi. C'est exactement ce que tu disais. Il y a des ressources humaines, il y a de l'informatique, il y a des services généraux, il y a de la production, ça s'appelle les opérations, etc., etc. Donc, effectivement, il faut voir ça comme en allant voir sur msf.org pour avoir une idée, au moins aller voir ce qu'il y a comme type de poste. Bien sûr, il n'y a pas que nous. Quand on dit ça, il y a Médecins du Monde qui n'est pas très loin, il y a PU. Médecins du Monde. Non, mais pour ceux qui connaissent l'histoire des MSF, c'est les frères Rive. Mais on les adore aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais effectivement, tout ce qu'on dit pour MSF, c'est exactement la même chose pour les autres ONG qui sont connues, quoi. Donc, j'imagine que ça doit être un peu la même chose. Bon. Bien sûr, c'est un peu différent, mais la manière de faire doit être similaire. La gestion des poules, etc. Enfin, les postes sous le temps vert, etc. C'est présent. Une école, quand même, si vous êtes encore en train de vous rechercher qui ouvre la voie royale pour l'humanitaire, c'est Bioforce. Quand vous allez sur le terrain, c'est juste. Et c'est une super école. Attention. Mais où sont-ils? La logistique en général. Non, mais c'est à Lyon, c'est ça? Ils sont basés à Lyon, ouais. Bioforce sont basés à Lyon. Après, c'est la voie royale, mais c'est pas la seule. Enfin, j'aime bien souligner ça parce que des fois, il y a des personnes qui me contactent et qui sont un peu puis ça coûte cher quand même Bioforce. Et je pense que c'est pour la filière, ouais, exact. Je pense que c'est une bonne école, mais aussi c'est aussi des écoles où des fois c'est des personnes qui ont déjà une certaine expérience, qui vont spécialiser, qui savent sur quelle piste. C'est pas du tout pour dire qu'il ne faut pas la faire, mais je pense que c'est pas l'unique voie et c'est intéressant de se renseigner sur tout ce qui est. Tu as tout à fait raison. Je vais rectifier un peu, c'est que quand je parle de Bioforce, déjà, il y a plein de formations à Bioforce, notamment. Je crois que tu en as une qui est gratuite quand même, qui est celle des 3 ans, sur la partie logistique, services généraux. Je ne dis pas de bêtises, qui est sur concours, à vérifier, je me trompe peut-être. Et on a beaucoup de logisticiens qui sont sortis de ça. Après, tu as ils ont beaucoup de masters en 2-3 mois, en 6 mois, 1 an, où là, pour le coup, je crois que c'est en effet, ça correspond un peu aux autres formations, je pense.
j'utilise un peu le tampon de Bioforce. Mais ça reste un bon enseignement et on en a quand même pas mal chez nous. D'autres questions? Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, ça va être le moment. Bah, merci à vous. Hein. Avec plaisir. Ouais, merci pour toutes ces infos. C'est super intéressant, même pour moi qui ai fait plusieurs rencontres là. Je pense que c'est la première fois qu'on avait une organisation qui était vraiment sur de l'humanitaire, plus urgence, plus projet très technique. Donc c'est intéressant de pouvoir découvrir ça. Pour ceux qui n'ont pas trop, pour ceux qui découvrent aussi le groupe en même temps, si ça vous intéresse, on essaye d'organiser des rencontres comme ça régulièrement. Donc, je vous invite à m'envoyer un mail. Je vais vous laisser mon adresse si vous voulez intégrer le groupe et que je vous renvoie des infos. J'ai aussi des petits documents qui donnent des infos sur comment fonctionne un peu, où est-ce qu'on peut trouver des offres, où est-ce qu'on peut trouver des informations sur les différents métiers. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est super intéressant, mais c'est une petite partie du vaste monde de la solidarité internationale. Et tout à l'heure, quand vous parliez de la famille et tout, je suis désolée, mais je me sens obligée de faire une petite pub pour Guy Delisle et pour ses bébés. Si je ne me trompe pas, il est marié à une médecin des MSF, ou alors c'est peut-être médecin du Monde, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous connaissez les chroniques de Guy Delisle, je vous mets le lien. C'est un BDiste. Oui, parce que certaines de ces BD sont basées sur le fait qu'il ait suivi sa compagne en mission. Et effectivement, c'est à Pyongyang ou il en a fait 2. Et en Birmanie. Jérusalem, Pyongyang. Il en a fait une aussi sur Shenzhen. Et en Birmanie aussi. Moi, j'aime beaucoup, donc je fais. Il y a une super BD aussi qui s'appelle Le Photographe, que je vous conseille, qui reprend un peu les. C'est imagé, ça reprend un peu un exemple de mission en Afghanistan. Bon, c'était les missions de l'époque un peu plus roots qu'aujourd'hui, mais c'est assez passionnant de voir un peu là comment ça s'articule. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas. Louise a notre contact qui vous viennent par la suite. Pas de problème. Et puis bon, un prochain événement EED aussi. Merci beaucoup. Cyril, tu es notre meilleur intervenant le plus fidèle. Alors à chaque fois, tu es là, donc merci. En même temps, il y a toujours des cookies. Là, c'est le Covid, je sais. Hein, mais... Je t'en enverrai par la poste. C'est cool. Très bien. Et ben, merci beaucoup. Hein. C'était très intéressant. Et puis voilà. Et j'ai bon courage dans vos recherches. Vous allez voir, c'est une belle aventure. C'est top d'être au début aussi. Étape. Oui, désolé, il y a un petit décalage juste pour dire que j'ai enregistré cet échange. Donc, si jamais vous connaissez des personnes qui ne pouvaient pas être là, mais qui voulaient le réécouter, c'est possible. Voilà. Eh ben, bonne suite à vous tous. Merci. Moi, je suis au 4e étage au bout, donc n'hésitez pas à passer. Hein. Et je voulais juste dire un petit mot. Je voulais vous remercier parce qu'en fait, vous avez complètement dédiabolisé. Vous m'avez vraiment redonné envie de travailler dans l'humanitaire. Et du coup, vous avez un peu cassé tous mes plans. Mais non, désolé. Non, mais merci. Pour recommencer à zéro. Hein. Alors moi, quand je suis parti en Colombie, c'était la merde. Moi, je mangeais du riz, des haricots, du riz, et c'est tout, quoi. Non, mais... Le riz, oui. Non, mais merci beaucoup, en tout cas. C'était génial. Merci à vous pour l'attention. Très bonne suite, bonne chance dans vos recherches. Et comme disait Cyril, si vous avez des questions, passez par Louise, on y répondra.